Il existe des questions qui traversent toute une vie et qui naissent de ce que nous avons cru devoir sacrifier. Elles se cachent derrière nos décisions, nos renoncements et les chemins que nous n'avons pas empruntés. Puis un jour, au détour d'un rêve, d'un souvenir ou d'une étrange traversée intérieure, elles réapparaissent, silencieuses et patientes, naviguant entre la force et le cœur, entre devenir et aimer. Vous écoutez Mémoire. Mon regard se porte au loin, vers l'horizon du couchant. Mes pieds s'enfoncent dans le sable humide, à l'endroit précis où les vagues viennent mourir avant de repartir vers le large. À chaque pas, une empreinte apparaît, puis disparaît. La mer semble refuser de conserver le souvenir de mon passage. Je marche longtemps, presque hypnotisé par le caractère éphémère de chacune de mes empreintes que j'observe en me retournant légèrement. La délicate courbure creusée dans le sol est irrémédiablement comblée par les reflets argentés de l'eau qui l'envahit, et elle se laisse entraîner par eux, comme happée, aspirée par cette immensité au rythme implacable. J'aperçois devant moi des marches de granit qui s'enfoncent doucement dans le sol. Je les descends en prenant le temps de savourer cette plongée vers les entrailles de cette terre humide. En bas, je retrouve quelque chose qui me semble familier. La même grille que pour mon voyage à la rencontre d'Asnet. Je la considère quelques instants, puis la pousse, pleine de curiosité pour ce qui m'attend plus loin. Derrière la grille s'étire un long couloir souterrain. Au bout de ce passage se dressent d'immenses portes violettes. Elles sont particulièrement belles et ouvragées, couvertes de volutes sculptées, comme si elles avaient été façonnées par des siècles de voyage. Lorsque les battants s'entr'ouvrent, un bruit strident me fait sursauter et je vois jaillir de l'obscurité une nuée de chauves-souris, des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers, qui passent au-dessus de ma tête. Leurs cris résonnent dans le couloir tandis qu'elles disparaissent derrière moi. Je pénètre dans un espace où tout est noyé dans un épais brouillard laiteux, si épais que je distingue à peine mes mains. Puis lentement, la brume se dissipe. Et au loin, très loin de moi, apparaît une maison. Je crois reconnaître un chalet. Un chalet solitaire en haut d'une montagne. Une lumière brille derrière une fenêtre. Je chemine et m'approche de ce lieu. En arrivant devant la porte, par la fenêtre sur ma droite, j'aperçois un vieil homme. Ses cheveux et sa barbe sont blancs. Il semble robuste malgré les années que portent ses épaules, très légèrement voûtées. Je crois d'abord qu'il lit. Mais alors que je l'observe plus attentivement, il relève légèrement la tête et je me rends compte qu'il ne lit pas, mais qu'il prie. Les mains jointes contre son front. Le regard baissé, abîmé dans une prière silencieuse. J'hésite un moment, puis je frappe quelques coups légers à la porte. Surpris, il vient m'ouvrir. Sans un mot, il m'invite à entrer. Une odeur de bois et de feu flotte dans la pièce, propre et bien rangée.
Le vieil homme porte un gilet taillé dans une peau de mouton et il me fait penser à un berger. D'un geste de la main, il m'indique un fauteuil des années 50 où je m'installe et il prend place en face de moi. J'observe l'intérieur du chalet qui est à la fois rustique, chaleureux, simple et comme figé dans le temps. Puis il me demande « Que puis-je faire pour toi ?» Je lui explique pourquoi je suis venue et à mesure que je parle, son regard s'assombrit. Alors des images surgissent devant mes yeux. Je vois des montagnes, des sentiers escarpés, des hommes armés, des combats, la guerre, la résistance. Le vieil homme m'explique qu'il avait voulu rejoindre les groupes de résistants pour combattre, pour servir, prouver sa bravoure et son patriotisme. Je voulais briller, dit-il. Il voulait offrir sa vie pour la liberté, offrir sa vie en sacrifice à quelque chose de plus grand que lui. Mais on lui avait refusé cette possibilité, à cause de ses origines italiennes. On ne l'avait pas jugé suffisamment fiable pour intégrer la résistance. On ne lui avait même pas laissé la chance de prouver sa valeur. Alors, il était resté dans ces montagnes. Berger toutes ces années durant, spectateur d'une histoire dans laquelle il rêvait d'entrer, mais qui lui avait été refusée. Aidant et cachant parfois des fugitifs, et quelque chose en lui demeurait inassouvi. Ce besoin brûlant de prouver sa valeur, sa bravoure, son courage à travers l'épreuve et le combat au corps à corps. Il aurait tellement voulu en découdre avec l'ennemi. Et ce qu'il ressentait maintenant, c'était une profonde humiliation, une blessure, une plaie encore béante. Il me confie alors quelque chose qui le ronge depuis toujours. La plupart de ceux qui avaient combattu étaient morts ou avaient disparu sans plus jamais revenir. Et lui était encore vivant. Et il en avait honte, une honte qui ne le quittait pas, comme si survivre était devenu la preuve de son échec. Alors chaque jour, il priait pour que cesse cette humiliation. Je lui demande alors s'il souhaite harmoniser cela. Il me regarde avec surprise. C'est possible ? Tout est possible. À cet instant, quelque chose change dans l'atmosphère. Je ferme les yeux pour initier l'harmonisation. Je vois un jeune homme, svelte, vif, robuste. Ses cheveux sont soigneusement gominés et coiffés avec une raie sur le côté. Il porte une culotte de daim, des chaussettes montantes, des chaussures de montagne et un béret. Il est beau, fier, puissamment présent de cette vie que l'on sent palpiter et presque vouloir jaillir des veines de son hôte. Je le vois se présenter devant un groupe de résistants. Il se tient droit et s'annonce. Wilfried Bassotti. L'homme chargé des inscriptions relève les yeux de son registre. Wilfried ajoute qu'il parle parfaitement français, italien et allemand. Je vois les jeunes combattants en retrait appuyés sur leur fusil ou sur un bâton, qui restent silencieux mais qui approuvent d'un très léger mouvement de tête. Quelque chose se modifie alors dans la trame du temps. Comme si le destin lui-même venait de changer d'avis. Cette fois-ci, Wilfried est accepté. Je le vois courir dans les montagnes.
Je le vois combattre et affronter le danger sans jamais reculer. Parmi tous les membres de son groupe, seuls 2 hommes survivront. Un de ses compagnons d'armes et lui, Wilfrid. Après la guerre, il reçoit une médaille, puis d'autres encore. Lorsque je reviens en sa présence dans le chalet, il me les montre avec fierté. Elles sont accrochées au mur, à gauche de la cheminée. Son visage rayonne quand il me raconte à quoi correspond chacune d'elles. Il évoque ses compagnons morts ou disparus, et je perçois profondément sa peine. Mais lorsqu'il parle de lui, une autre énergie apparaît. Je me suis battue comme un lion. Son regard s'embrase. Je n'ai jamais ménagé ma peine. Ma rage de vaincre a toujours été plus forte que ma peur de mourir. Je lui demande alors quel conseil il souhaiterait me transmettre. Il se redresse, montre ses dents. Ses mains prennent la forme de griffes. Il secoue la tête comme une bête sauvage, tenant sa proie entre ses crocs. « Force !» profère-t-il. « Force !» Puis il répète. « Hargne de vaincre ! Hargne de vaincre !» Il griffe l'air devant lui, tape des pieds sur le sol. « Puissance ! Déchire-les tous !» Puis il éclate de rire. Il m'explique qu'autrefois certains le surnommaient le lion des montagnes. Et lorsqu'il me confie son surnom de guerrier, je sens cette fierté à l'intérieur de lui. Sincère et bien présente. Je m'avoue intérieurement que ce surnom lui va à la perfection. Je lui demande ensuite s'il a toujours vécu seul dans ce chalet. Il acquiesce. Oui, depuis toujours. Il ne s'est jamais marié. Il s'était consacré à la défense de la mère patrie. Je continue mes questions et je lui demande s'il n'a jamais été amoureux. Une image apparaît immédiatement, un quai de gare. Une jeune femme élégante, habillée à la mode des années 40. Ils se font face, très proches, ils se disent au revoir. Le train s'ébranle, puis plus rien. Ils ne se reverront jamais. Elle s'appelle Ingrid. Je demande à Wilfrid s'il souhaiterait la retrouver. Il refuse catégoriquement. « C'est trop tard, me dit-il. » Je lui réponds que nous pouvons harmoniser cela aussi, en tout cas essayer. Alors il m'avoue sa véritable peur. J'ai peur qu'elle en ait choisi un autre. Je demande alors intérieurement si et comment cette histoire pourrait être réécrite. Je prends le tarot de Marseille, je bats les cartes et 2 cartes sautent du paquet. Le soleil, le monde et en dos de deck, le pendu. Comme si quelque chose demandait enfin à être remis en mouvement après être resté suspendu pendant toute une vie. Se présente alors à moi la suite de cette nouvelle version de la vie de Wilfrid. Après la guerre, Wilfrid se rend à Paris.
Un jour, en longeant la vitrine d'un café, il croit reconnaître Ingrid. Juste là, assise à une table, de l'autre côté. Alors il entre dans ce café. C'est bien elle, Ingrid. Toujours aussi belle, toujours aussi élégante, toujours aussi lumineuse. Et comme si Ingrid avait ressenti la présence de Wilfried, elle lève les yeux et ils se reconnaissent. Wilfried s'installe en face d'elle et ils parlent pendant des heures. Comme si aucune séparation n'avait jamais existé. Et cette fois-ci, ils ne se quittent plus. Ils se marient. Lorsque je reviens dans le chalet, Ingrid est là, plus âgée, assise à la droite de son mari. Elle l'écoute avec douceur tandis qu'ils parlent. Je leur demande s'ils ont eu des enfants. La réponse semble d'abord négative, puis quelque chose s'ajuste. Oui, ils ont eu 2 fils, et tous 2 sont devenus chasseurs alpins. Une lignée existe désormais, une transmission. Je me tourne vers Ingrid et elle me regarde avec un sourire paisible. Son nom complet me parvient alors, Ingrid Helena. Puis elle me dit simplement « allie douceur et puissance ». Je reste un certain temps auprès d'eux. Puis au moment de nous quitter, nous nous prenons dans les bras et je ressens leur chaleur, je respire leur odeur et je suis profondément émue par leur présence tranquille. Je les remercie, je les salue et alors que je m'en vais, Wilfried me refait une dernière fois son imitation du lion, les dents découvertes, les griffes sorties, prêt à bondir. Et à côté de lui, Ingrid sourit et fait un geste de la main comme pour apaiser son message. Puissance, oui, mais avec de la douceur. Toujours. Je m'éloigne. Le brouillard a entièrement disparu. Je retraverse les portes violettes. Je remonte le couloir et les escaliers et je rejoins la plage. La mer s'étend à nouveau devant moi. Je lève les bras vers le ciel comme pour commander aux vagues qui m'obéissent. Je souris et ressens cette plénitude particulière qui annonce les compréhensions profondes. Le féminin murmure « N'essaie pas de retenir l'amour en te perdant ». Le masculin répond « N'abandonne pas l'amour pour te sentir dans ta puissance ». Et je comprends qu'il n'y a pas à choisir entre l'amour et la puissance, pas à choisir entre le feu et l'eau. Le féminin est amené à apprivoiser sa puissance de feu, comme le masculin est amené à retrouver la fluidité du cœur. Tous 2 sont menés à trouver cet équilibre subtil qui permet de ne plus avoir à choisir l'un au détriment de l'autre, pour enfin les unir dans toute leur complémentarité. Et alors peut naître une puissance consciente, une puissance capable d'aimer, et un amour capable de se déployer dans toute sa souveraine puissance. Lorsque je considère cette archive, ce qui me frappe d'abord, ce n'est pas qu'elle commence par une blessure. Elle commence par un seuil, elle commence par une plage, un lieu étrange où 2 mondes se rencontrent sans jamais se confondre. La terre et la mer, le conscient et l'inconscient, le connu et l'inconnu. Et il me semble intéressant que le voyage débute précisément à l'endroit où les vagues viennent effacer les traces. Car ce détail semble déjà contenir toute l'histoire. À chaque pas, une empreinte apparaît, puis disparaît. Comme si quelque chose cherchait à nous montrer que certaines vies se construisent autour d'une trace que l'on espère laisser. Être utile, être reconnu, servir, marquer le monde de son passage et transmettre.
Mais ici, les vagues effacent tout. Puis viennent les marches de granit. Le contraste est saisissant, car le sable est mouvant, alors que le granit est immuable, ou presque. Le sable appartient au passage, et le granit appartient à la mémoire. La grille qui apparaît à la suite de la descente, c'est la même que celle rencontrée dans l'archive d'Asnet. Et ce détail me paraît essentiel, car il suggère que le féminin blessé et le masculin blessé ne vivent peut-être pas dans des territoires séparés. Ils semblent gardés par la même porte, comme deux pièces différentes d'une même demeure intérieure. Deux visages d'une même blessure. Puis apparaissent les grandes portes violettes. Et là encore, nous sommes frappés par le fait que le violet est souvent associé à la transformation, au passage, à l'initiation. Mais ce qui retient notre attention, c'est que ces portes ne sont pas seulement violettes, elles sont particulièrement sculptées, travaillées, particulièrement belles. Elles sont ornées de volutes. Elles semblent dire que l'accès à cette mémoire a été préparé depuis très longtemps. Peut-être même depuis toujours. Et lorsqu'elle s'ouvre, une nuée de chauves-souris jaillit dans un fracas d'ailes. Cette image est fascinante, car les chauves-souris sont souvent associées à ce qui vit dans l'obscurité, elles sont associées aux peurs, aux mémoires enfouies, aux parties de nous-mêmes qui ont appris à naviguer dans la nuit, et elles sortent, elles quittent les lieux, et l'ouverture de cette porte provoque déjà une première libération, comme si certaines peurs anciennes n'attendaient qu'une chose, être regardées. Puis le brouillard commence à se dissiper. Le paysage ne se révèle pas d'un coup, il apparaît progressivement. Les profondeurs de l'être choisissent soigneusement ce qui peut être vu ou non. Et au loin alors apparaît une lumière dans une maison. C'est une maison simple. Et cette lumière dans cette maison, c'est une présence. Quelqu'un habite les lieux, quelqu'un attend, quelqu'un vit ici. Et peut-être perçoit-on déjà la solitude, l'attente. Quelqu'un habite les lieux, quelqu'un attend. Et lorsqu'on s'approche de cette maison, ce n'est pas un guerrier, ni un héros, ni un résistant. C'est un vieil homme que l'on découvre, un homme aux cheveux blancs, à la barbe blanche. Un homme qui semble encore robuste malgré les années. On croit d'abord qu'il lit, mais on comprend ensuite qu'il prie. Et ce détail est très important car il s'agit en réalité d'un homme qui n'est pas en colère, il n'est pas amer, il n'est pas consumé par la rancœur. Non, il prie. Malgré tout ce qu'il porte depuis toutes ces années, quelque chose en lui demeure relié à plus grand que lui. La vie de cet homme semble s'être arrêtée autour d'une question qui n'avait jamais trouvé sa résolution. Et lorsque je frappe à sa porte, il semble surpris. Comme si personne n'était jamais venu jusqu'ici, qu'il était resté seul pendant toutes ces années. Et lorsqu'il m'invite à entrer, le décor commence à parler, car ce chalet ne ressemble pas à un refuge de montagne intemporelle. Il porte la marque d'une époque bien particulière. Les fauteuils des années 50, l'atmosphère, les objets, la manière dont le lieu paraît figé. Ces années 50 sont les années qui suivent la guerre, les années où l'on rentre chez soi. Ces années également où le masculin représentait quelque chose de bien particulier, quelque chose de droit, quelque chose de structuré. Et lorsque nous entrons dans ce chalet, tout semble prêt pour cette vie. Cette vie où on transmet, cette vie qui reprend après la guerre, cette vie où ce masculin s'incarne pleinement. Mais dans ce chalet, quelque chose est resté figé, comme si l'existence elle-même de cet homme n'avait jamais réellement commencé. Comme si une partie de Wilfried était restée suspendue à un moment de son histoire. Lorsque nous sommes face à face, installés dans nos fauteuils respectifs, Wilfried ne parle pas de solitude, il ne parle pas d'amour, il ne parle pas de regret. Les premières images qui surgissent à mes yeux sont celles de la guerre, des montagnes, de la résistance, des combats.
Et cette blessure centrale de son existence apparaît alors. Il n'a pas été choisi. Et je trouve intéressant que sa souffrance ne soit pas liée à un échec. En soi, il n'a pas échoué, il n'a pas fui, il n'a pas renoncé. Sa problématique profonde est qu'il n'a jamais eu l'occasion d'essayer. Et cette nuance change tout, parce qu'il existe une différence fondamentale entre le fait de ne pas avoir réussi et le fait de ne pas avoir eu sa chance. Et Wilfried porte une seconde blessure, une blessure plus silencieuse, plus difficile encore à résoudre. Il souhaite prouver sa valeur, mais il n'est pas autorisé à le faire. Mais pourquoi ? La raison de cette exclusion est fascinante. Il s'agit de ses origines italiennes. Je ne crois pas que ce détail soit là uniquement pour raconter un moment historique. Je crois qu'il raconte quelque chose de beaucoup plus universel. Wilfried est rejeté pour quelque chose qu'il n'a pas choisi. Il n'est pas exclu à cause de ses actes. Il n'est pas exclu à cause de ses capacités. Non, il est exclu à cause de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Ou plus exactement à cause de ce que les autres projettent sur ce qu'il est ou ce qu'il pourrait être. Et certainement que beaucoup de blessures humaines naissent exactement à cet endroit, lorsque nous sommes jugés avant même d'avoir pu nous révéler, lorsque notre valeur est décidée avant même d'avoir été rencontrée. Et ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est que malgré cela, Wilfried continue de servir, même s'il n'est pas soldat. Il est berger, et ce symbole est magnifique, car le berger protège, le berger veille et le berger guide. Le berger se met au service de quelque chose de plus fragile que lui. C'est-à-dire que Wilfried cherchait à travers la résistance quelque chose qui existait déjà dans sa nature profonde, le service, la protection, la contribution. La résistance n'était qu'une forme possible de cette vocation, mais lui ne le voit pas encore. Il continue de croire que sa valeur dépend du rôle qu'on lui a refusé. Et lorsqu'il dit « je voulais briller », on n'y entend pas de vanité, ni de désir de gloire. On entend « je voulais que ma vie compte ». Et cela change complètement la lecture de son histoire, car ce n'est pas la reconnaissance qu'il cherche, c'est le sens profond de sa vie. C'est la certitude que son existence avait une place dans quelque chose de plus vaste qu'elle-même. Et c'est précisément pour cette raison que la honte finit par apparaître. Une honte étrange, presque paradoxale. Les résistants sont morts, lui est vivant, et pourtant il en a honte, comme si la survie était devenue la preuve de son échec, comme si son esprit avait conclu « les héros sont partis, moi je suis resté, donc je ne valais pas autant qu'eux ». Et sa prière prend un autre sens. Il ne prie pas pour obtenir réparation ou pour être reconnu. Il prie pour que cesse cette humiliation d'être vivant alors que les autres sont morts. Quelque chose alors à cet instant devient très clair. La blessure de Wilfried n'est pas une blessure de faiblesse. Il était prêt à se sacrifier, mais on ne lui a pas permis de le faire. On ne lui a pas permis de montrer qui il était réellement. Et peut-être est-ce là l'une des blessures les plus profondes que puisse porter un être humain. Non pas l'échec, mais l'empêchement. Et puis survient une question toute simple, presque anodine. Voudriez-vous harmoniser cela ? Et sa réaction est touchante. Elle est pleine d'incrédulité, parce que pendant toutes ces années, Wilfried n'a pas seulement souffert, il a fini par croire que sa souffrance était définitive. Il n'attend plus que son histoire change, il attend seulement que la douleur cesse, comme beaucoup d'êtres humains qui finissent par s'habituer à leurs blessures au point de les considérer comme une partie naturelle d'eux-mêmes et de leur identité. Alors l'idée même d'une harmonisation apparaît et elle lui semble presque inconcevable. Wilfried apparaît alors jeune, élégant, robuste, svelte, plein de cette énergie qui caractérise les êtres qui croient encore que tout est possible. Et ce qui est frappant dans cette archive, c'est qu'il ne porte pas l'uniforme du héros. Il porte ses vêtements de montagne, sa culotte de daim, ses chaussettes hautes,
Ses chaussures de marche sont bérées. Autrement dit, il demeure profondément lui-même. L'harmonisation ici ne consiste pas à faire de lui quelqu'un d'autre, mais à lui permettre d'aller jusqu'au bout de ce qu'il était déjà. Quand Wilfrid donne son nom au gardien du registre, Wilfrid Bassotti, et pour la première fois depuis le début de l'archive, il ne se présente plus à travers sa blessure, ni à travers ce qu'on lui a refusé, mais à travers son identité propre, par son nom, par sa présence, par ce qu'il est profondément à l'intérieur de lui-même. Et à ce moment, le gardien du registre, celui qui dans l'histoire blessée représente la porte fermée, la disqualification, le refus, l'homme qui décide de manière arbitraire, l'homme qui accepte ou qui exclut, eh bien là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Car le même détail qui avait provoqué l'exclusion devient désormais une ressource. Wilfrid parle italien, allemand et français. Soudain, ce qui provoquait la méfiance devient une richesse. Je crois que c'est l'un des plus beaux renversements de toute l'archive, parce qu'il ne concerne pas seulement Wilfrid, il concerne toutes ces parties de nous-mêmes que nous avons longtemps considérées comme des défauts. Ces singularités, ces différences, ces particularités dont nous avons parfois eu honte, avant de découvrir bien plus tard qu'elles constituaient précisément notre richesse la plus profonde. Et peut-être même notre mission. Alors cette fois, on donne sa chance à Wilfrid. Et l'harmonisation ne consiste pas à flatter l'ego de Wilfrid. Elle ne consiste pas à lui raconter une belle histoire. Elle lui permet simplement de vivre ce qui lui a été refusé. Rien de plus et rien de moins. Il peut enfin entrer sur le terrain, enfin agir, enfin servir, enfin vérifier par lui-même ce dont il est capable. Et ce qui est beau, c'est que le récit ne lui offre aucun privilège. Wilfrid ne devient pas héros par décret. Il combat, il prend des risques, il court dans la montagne, il affronte le danger, il engage réellement sa vie. Autrement dit, sa valeur ne lui est pas donnée, elle se manifeste, elle se révèle, elle devient visible, pleinement aux yeux de tous. Et lorsqu'il survit, quelque chose de très subtil se produit. Dans l'histoire blessée, la survie était devenue une honte, une humiliation. Les autres étaient morts et lui était resté vivant. Et il en avait conclu qu'il ne valait pas autant qu'eux. Mais dans l'histoire harmonisée, la survie ne signifie plus la même chose. Elle n'est plus la preuve d'un manque. Elle devient le témoignage d'un engagement accompli. Le problème n'était donc pas sa survie, mais le sens qu'il lui donnait. Et c'est à ce moment que les médailles apparaissent. À première vue, on pourrait croire qu'elles représentent simplement la reconnaissance. Mais les médailles ressemblent plutôt à des preuves. Pendant toute sa vie, Wilfrid a semblé porter une question silencieuse. Est-ce que j'avais vraiment de la valeur ? Les médailles ne créent pas cette valeur, elles viennent simplement répondre à la question. Elles disent oui, oui tu as de la valeur, oui tu es capable, tu es digne de confiance, tu es à la hauteur. Et le remplacement est particulièrement frappant. Elles sont accrochées à gauche de la cheminée. La cheminée, c'est le cœur de la maison, le foyer, le feu domestiqué, le lieu autour duquel la vie s'organise. C'est à ce moment que l'on comprend que la reconnaissance n'est plus poursuivie à l'extérieur. Elle est entrée à l'intérieur de la maison, elle a trouvé sa place. Et elle fait désormais partie de son monde intérieur. Puis quelque chose change encore. Lorsque Wilfrid montre ses médailles, il les quitte finalement assez rapidement. Et ce détail est révélateur car une fois la blessure réparée, la reconnaissance cesse d'être le centre de gravité de son existence. La question n'est plus « regardez ce que j'ai reçu », la question devient « regardez qui j'étais ». Et peu à peu, derrière le berger, derrière le résistant, derrière le vieil homme, quelque chose d'autre apparaît. Quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus instinctif, de beaucoup plus vivant, une force brute, une force de vie presque animale. Wilfrid commence à parler de ses compagnons,
de ceux qui sont tombés, de ceux qui ne sont jamais revenus. Il les évoque avec émotion, et tout à coup quelque chose s'embrase dans son regard. Il dit « Je me suis battu comme un lion ». Et cette phrase est le véritable cœur de cette partie de l'archive, car il n'est pas fier d'avoir gagné et d'avoir survécu, il n'est même pas fier de ses médailles. Ce dont il est fier, c'est de s'être donné entièrement, d'avoir répondu présent, d'avoir engagé toutes ses forces. Et la nuance est immense, elle est énorme, parce que la valeur n'est plus liée au résultat, elle est liée à l'engagement. Ma rage de vaincre était plus forte que ma peur de mourir. Et je crois que cette phrase ne parle pas que de guerre, elle ne parle pas que de violence, elle parle de vie. Car la peur de mourir prend de nombreux visages. La peur de mourir, c'est aussi la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur de perdre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de souffrir, la peur de ne pas être aimé. Et il existe parfois quelque chose de plus fort, un élan, un mouvement intérieur, une force qui pousse malgré tout à avancer. Le courage n'est peut-être rien d'autre que cela. Non pas l'absence de peur, mais la présence de quelque chose de plus grand que la peur. Et c'est alors que survient cette scène fascinante, presque déroutante. Le berger disparaît, le sage disparaît, le résistant disparaît, et apparaît la bête. Wilfrid montre les dents, il les serre, il les exhibe, il les découvre, et il mime la morsure. L'animal qui saisit sa proie. Les dents sont un symbole très ancien. Elles servent à prendre, à saisir, à mordre dans la vie, à défendre ce qui compte et à affirmer sa présence. Je crois que beaucoup d'êtres sensibles passent leur existence à retenir leur morsure, à se faire plus petits, à prendre moins de place, à attendre qu'on les autorise à exister. Et Wilfrid semble nous encourager à faire exactement l'inverse. Prends ta place. Puis viennent les griffes, les mains qui se recourbent. Elles déchirent l'espace invisible devant lui. Et là encore, il ne s'agit pas de violence, il s'agit de cette énergie fondamentale qui permet d'aller vers la vie. Cette énergie que l'on appelle parfois agressivité dans son sens premier. Non pas l'agression, mais la capacité à avancer, à s'engager, à défendre ce qui est juste, à franchir les obstacles. Puis il lance cette phrase « Déchire-les tous ». Et je crois que nous devons porter particulièrement notre attention sur cette phrase, car rien dans tout ce que nous avons vu de Wilfrid ne laisse penser qu'il s'agit d'êtres humains. Tout au long de cette archive, il apparaît comme un homme profondément honorable, un homme qui aide, protège, prie et sert. Alors, que faudrait-il déchirer ? Peut-être que ce qu'il faut déchirer, ce sont les peurs, les humiliations, les renoncements, les croyances qui empêchent de vivre pleinement, toutes ces chaînes invisibles qui maintiennent l'être loin de lui-même. Et alors son surnom apparaît, le lion des montagnes. Ce symbole est magnifique, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un lion. C'est le lion des montagnes. Et la montagne est présente depuis le début. Et le lion des montagnes n'est pas un roi installé sur son trône, c'est un roi forgé dans la difficulté, un roi qui s'est construit dans le vent, dans la pierre, dans les pentes abruptes, dans les épreuves, dans les combats. Et derrière ces mimes de Wilfrid, que peut-on comprendre ? On entend autre chose, on entend plus loin, on entend « N'attends plus qu'on te donne la permission d'être toi-même ». N'attends plus qu'on te choisisse, n'attends plus qu'on te reconnaisse. Lorsque quelque chose te paraît juste, avance avec toute ton énergie et ne laisse pas la peur décider à ta place. La blessure masculine profonde n'était ni la colère, ni l'humiliation, ni la honte, mais l'enfermement de la puissance. Mais à ce moment, l'archive n'a pas encore révélé son secret le plus profond. Quelque chose d'autre attend encore derrière la porte.
quelque chose qui porte un nom. Ingrid. Ingrid, et avec elle toute l'archive change de perspective. Jusqu'ici, nous pouvions encore croire que la blessure centrale de Wilfrid concernait la résistance, la guerre, la reconnaissance, la légitimité, la valeur. Mais dès lors qu'Ingrid apparaît, quelque chose se déplace. Comme si une lumière éclairait soudain un paysage sous un angle différent. Les reliefs sont les mêmes, mais pourtant tout change. Ce qui me frappe, c'est la simplicité de la scène. Un quai de gare, une jeune femme élégante, un au revoir, puis le silence. Pas de drame, aucune dispute, aucune trahison, pas de promesses rompues, seulement deux êtres qui se séparent. Mais en observant cette scène, nous pouvons ressentir que nous assistons à un événement beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Car si certaines blessures naissent dans le fracas, d'autres le font dans l'absence, dans ce qui n'a pas été dit, pas été vécu, dans ce qui s'est éloigné sans bruit. Lorsque je demande à Wilfrid s'il aimerait retrouver Ingrid, sa réponse est immédiate. Il refuse catégoriquement, il dit que c'est trop tard, que cela n'a plus de sens, qu'il vaudrait mieux laisser les choses là où elles sont. Mais presque aussitôt, une autre vérité apparaît. Une vérité beaucoup plus vulnérable. Il a peur qu'elle ait choisi un autre homme. Peur qu'elle ait construit sa vie ailleurs. Peur de découvrir qu'il n'était finalement pas celui qu'elle aurait choisi. Et soudain, quelque chose devient évident. La blessure que nous avions rencontrée dans la résistance est déjà présente ici, sous une autre forme. Dans la résistance, je n'ai pas été choisie et avec Ingrid, peut-être a-t-elle choisi quelqu'un d'autre. Le décor change, le mécanisme demeure, encore et toujours cette question silencieuse. Est-ce que je suis suffisamment précieux pour être choisi ? Et c'est là que survient, à mes yeux, l'une des révélations les plus importantes de toute cette archive. Lorsque l'on regarde attentivement cette scène sur le quai de gare, on comprend peu à peu qu'Ingrid ne quitte pas un homme faible. Elle ne quitte pas un homme sans idéal, qui pourrait manquer d'élan. Elle quitte un homme qui n'est déjà plus vraiment là. Un homme dont le regard est tourné ailleurs, vers les montagnes, vers les combats, vers cette mission qu'il porte en lui comme une évidence, vers cette nécessité presque viscérale de participer, de servir, de prouver sa valeur, de répondre à l'appel qu'il croit entendre. Et je crois que c'est précisément ce qui rend cette scène si bouleversante, parce qu'Ingrid est en concurrence avec un idéal, une quête viscérale, avec quelque chose qui occupe déjà tout l'espace intérieur de l'homme qu'elle aime. Et peut-être comprend-elle, avant même lui, qu'elle ne pourra pas trouver sa place dans un cœur déjà entièrement occupé. Alors elle part, non pas parce qu'elle cesse de l'aimer, mais parce qu'elle ne parvient plus à être rencontrée. Et la tragédie de Wilfrid, c'est qu'il a sacrifié l'amour pour une destinée qui ne s'est jamais réalisée. Il a laissé partir celle qu'il aimait pour répondre à un appel qui lui a été refusé. Et lorsque l'on regarde son histoire sous cet angle, on comprend pourquoi sa blessure est si profonde. Parce qu'il ne perd pas seulement Ingrid, il ne perd pas seulement la résistance, il perd les deux. Il perd ce qu'il avait choisi et il perd ce qu'il avait délaissé. La vie lui retire les deux pôles autour desquels il avait construit son existence. Et c'est peut-être à cet instant précis que naît la véritable blessure. J'ai sacrifié quelque chose de précieux pour rien. Et cette phrase est terrible,
parce qu'elle contient à la fois la douleur de l'amour perdu, la douleur du rêve perdu et la remise en question de toute une vie. C'est à cet endroit que les cartes prennent une profondeur nouvelle. Le soleil, le monde et le pendu. Car tout à coup, le pendu ne parle plus seulement d'immobilité. Il parle d'un homme suspendu entre deux vérités, entre l'amour qu'il n'a pas su habiter et la puissance qu'il n'a jamais pu atteindre. Comme si toute son existence était restée accrochée à cet impossible choix et à cette douloureuse déception. Et les cartes ne s'arrêtent pas là, car le soleil et le monde apportent une réponse que le pendu à lui seul ne peut pas donner. Le pendu montre ce qui est resté suspendu, le soleil et le monde montrent ce qui cherche à reprendre son mouvement. Quand on observe les trois cartes ensemble, quelque chose apparaît peu à peu. Le soleil est la carte de la vérité, de ce qui éclaire, de ce qui réchauffe, de ce qui révèle ce qui était resté caché. Il est fascinant qu'il apparaisse précisément au moment où il est question d'Ingrid, comme si l'archive cherchait à nous montrer que cette histoire d'amour n'était pas une erreur, mais qu'elle faisait précisément partie du chemin et qu'elle en est une part essentielle. Pendant longtemps, Wilfried semble avoir vécu avec une croyance silencieuse. D'abord sa mission, d'abord la preuve, d'abord la valeur. L'amour viendra ensuite. L'amour doit être mérité. Il faut devenir quelqu'un avant de pouvoir aimer pleinement. Mais le soleil semble raconter exactement l'inverse. Il éclaire ce qui est déjà là. Il montre qu'Ingrid n'est pas la récompense d'un accomplissement futur. Elle est déjà présente. Et ce qui s'éloigne sur ce quai de gare, ce n'est pas seulement une femme, c'est une possibilité de vie incarnée, vécue au présent, pendant que Wilfried regarde vers un avenir hypothétique. Puis vient le monde, et cette carte est particulièrement touchante dans cette archive, car elle parle de totalité, d'accomplissement, d'un cycle qui trouve enfin sa résolution. Car lorsque nous rencontrons Wilfried au début du récit, sa vie entière semble encore en suspens malgré son grand âge. Certaines portes de sa vie n'ont jamais été refermées, la guerre, l'amour, la reconnaissance et le sens même de sa vie. Alors le monde semble dire « Ce qui est resté fragmenté peut retrouver maintenant son unité ». Et lorsqu'on relit cette carte à Ingrid, à la résistance et au lion des montagnes, une idée commence à émerger. Peut-être que la guérison ne consiste pas à choisir, mais à réunir ce qui avait été opposé. L'histoire de Wilfried semble construite sur une séparation. D'un côté l'amour, de l'autre la puissance, d'un côté Ingrid, de l'autre côté la mission, d'un côté le cœur, de l'autre le devoir. Lorsque Wilfried retrouve Ingrid, quelque chose d'important se produit. Ils se reconnaissent, simplement. Et alors toute la blessure de Wilfried commence à se transformer. Ce qu'il cherchait, ce n'était peut-être pas la gloire, peut-être pas la résistance. Ce qu'il cherchait, Wilfried, c'était la certitude d'avoir de la valeur. Et cette certitude, aucune médaille n'aurait jamais pu la lui donner durablement. Et alors Ingrid se trouve naturellement dans le salon, à sa place, comme si elle avait toujours été là. Et alors la maison n'est plus tout à fait la même. Au commencement de l'archive, elle ressemblait à un refuge, et maintenant elle est un véritable foyer. Un foyer qui relie les êtres et les générations, qui fait le lien entre le passé et le futur, et c'est précisément à cet instant que les deux fils apparaissent. Ce détail est particulièrement intéressant, parce qu'au premier regard, il pourrait sembler secondaire, presque anecdotique, mais en réalité, c'est le signe que la vie a recommencé à circuler. Et ce qui est fascinant, c'est que ces deux fils deviennent chasseurs alpins, c'est-à-dire qu'ils empruntent symboliquement le chemin que leur père avait rêvé d'emprunter. Ils vivent ce qu'il aurait voulu vivre, ils parcourent les montagnes, ils servent, ils s'engagent, ils incarnent cette force, ce courage et cet esprit de dépassement qui habitait déjà Wilfried.
Mais cette fois-ci, quelque chose a changé, quelque chose de fondamental, qui ne naît plus du manque ni de la blessure. Cela naît de la transmission. Et cela est vraiment important à noter, parce qu'on sait que l'harmonisation de la blessure est pérenne. Le masculin apaisé transmet. Il n'a plus besoin de devenir. Il commence alors à léguer, à offrir, à faire circuler ce qu'il a reçu. Et c'est à ce moment qu'Ingrid ajoute une nuance, une part essentielle dans toute l'archive. Douceur dans ta puissance, qui vient répondre exactement au lion des montagnes sans le contredire. Elle reconnaît et honore pleinement cette force qu'il incarne et elle lui apporte ce qui lui manquait, la douceur véritable qui n'est pas l'absence de puissance. C'est une force qui peut rester ouverte, qui peut aimer et accueillir, qui peut demeurer sensible sans perdre sa solidité. Et voilà certainement pourquoi cette scène est si importante, parce qu'aucun des deux ne détient toute la vérité. Et c'est précisément leur rencontre qui permet l'équilibre. Au moment où je me sépare de Wilfried et d'Ingrid, il se passe quelque chose de remarquable. Ils deviennent tous deux des parts de conscience, des principes, qui cherchent à trouver pleinement leur place à l'intérieur de l'être. Et lorsque vient le moment du départ, cette scène est magnifique. Wilfried refait son numéro de lion, et Ingrid sourit, et ce sourire est extrêmement important, parce qu'à lui seul, il semble contenir toute la compréhension de l'archive pour devenir un seul et même message, celui que la puissance n'est jamais plus belle que lorsqu'elle est reliée au cœur. Alors vient le moment du retour, et ce retour est magnifique, parce que le brouillard a disparu et que tout est visible et lisible, comme dans une lecture de vie claire et sereine. Ce retour nous ramène exactement là où tout avait commencé. La mer, la plage, les vagues, le même paysage, mais plus rien n'est identique. Au début de l'archive, les vagues effaçaient les traces de chacun de mes pas, comme pour signifier l'aspect impermanent des choses de la vie, illustrant le caractère éphémère de chaque empreinte, vouée à être effacée, aspirée par les abysses du néant. Et à la fin, quelque chose de complètement différent se produit. Alors qu'au début, le mouvement semble subi, à la fin, c'est une entrée en communion consciente avec lui qui s'installe. L'inconscience cesse alors d'être une force obscure qui agit dans l'ombre pour devenir un véritable partenaire, une intelligence vivante avec laquelle il devient possible de coopérer. Et c'est certainement là que les deux phrases finales prennent toute leur profondeur, car elles semblent émerger naturellement de tout ce qui vient d'être vécu. Le féminin rappelle « N'essaie pas de retenir l'amour en te perdant ». Cette phrase résonne profondément avec ce qui se révèle dans Asnet. Cette partie du féminin blessé qui a longtemps cru qu'il fallait donner davantage pour être aimé. Et ce chemin conduit inévitablement à la perte de l'axe intérieur. Puis vient la réponse du masculin, et elle est tout aussi importante. N'abandonne pas l'amour pour te sentir dans ta puissance. Cette archive parle d'une croyance extrêmement ancienne. Une croyance que beaucoup d'êtres humains portent encore sans même s'en rendre compte. Celle qu'il faudrait choisir entre être pleinement soi-même et être aimé. Celle que la puissance fait peur à l'amour. Celle que l'amour exige de renoncer à une partie de soi. Que le cœur et la force appartiennent à deux mondes incompatibles. Ce que raconte cette archive semble affirmer exactement l'inverse. On l'observe dans l'histoire de Wilfried comme dans celle d'Asnet. Le même mouvement sous différents visages. Chacune de ces archives vient réparer une séparation.
Et si je devais résumer le message profond de celle-ci, je crois qu'il serait celui-ci. La puissance n'a jamais été l'ennemi de l'amour, ni l'amour celui de la puissance. Ces deux forces s'appauvrissent quand elles sont séparées et retrouvent leur véritable nature lorsqu'elles avancent conjointement. Peut-être est-ce pour cela que l'archive s'achève au bord de la mer, car la mer elle-même contient ce paradoxe. Elle est à la fois douceur et puissance, caresse et tempête. Et la guérison commence peut-être exactement là, au moment où l'on accepte enfin d'être pleinement vivant et pleinement aimant dans un même mouvement.